Voilà, c'était Claude Lelay, interrogé la nuit dernière par Thierry Santos. On a voulu vous proposer cette interview juste après le décollage. Claude Lelay qui est actuellement aux commandes de la 380. Dans cette émission, alors je voyais sur un écran de contrôle que vous ne pouvez pas suivre la réaction aussi des salariés d'Airbus sur les sites de Nantes et également le site qui est moins connu dans la Somme de Méholt. On ira là-bas tout à l'heure et je peux vous dire que c'est une extraordinaire ovation qui dans ces usines a salué également le premier décollage de cet Airbus A380. Une image forte chasse l'autre dans cette émission. Je vais vous dire, on a un 35 tonnes rempli d'images fortes et on va vous les montrer toutes pendant ces 2 heures. Je voudrais vous proposer une image qu'on n'a jamais vue à la télévision. C'est l'intérieur du premier A380 qui vole en ce moment. Alors, c'est évidemment pas un avion qui est équipé comme un avion de ligne en vérité. Alors, vous avez ici le cockpit et ce sont des images que Airbus nous a confiées ce matin. Personne ne les a jamais vues. Personne n'a jamais vu. On n'est pas loin du secret industriel. Regardez l'intérieur de cette A380, c'est pas difficile. On dirait véritablement une usine. C'est à peine si à l'intérieur ça ressemble à un avion. Je vous ai dit une masse de entre 400 et 550 tonnes. Voilà tel qu'il se présente l'avion dans lequel sont actuellement en train de voler ces 6 membres d'équipage. Et vous allez en particulier apercevoir les fameuses bonbonnes. Un avion dans lequel un jour pourront peut-être prendre place 800 passagers. Je crois que c'est cette image où on voit ces fameuses bonbonnes qui sont remplies d'un liquide, en général c'est de l'eau, et qui simulent la place des passagers. Liquide qu'on peut déplacer dans l'avion afin ensuite, lors des essais ultérieurs, ce ne sera pas le cas aujourd'hui, de vérifier la façon dont cet avion résiste au déplacement des masses. Il y a aussi, les voilà ces fameuses bonbonnes, tiens. Il y a aussi des caméras, 3 caméras qui à l'intérieur de cet avion sont en train de filmer tout ce qui se passe. On peut évidemment pas vous montrer ces images maintenant, on serait d'ailleurs bien incapable vu que cet avion est actuellement à 10 000 pieds, mais ce sont des images qu'on pourra peut-être découvrir lorsque Airbus aura fini de les décrypter. Je voudrais également vous montrer quelque chose avant de retrouver l'aéroport de Toulouse-Blagnac. C'est la une de notre quotidien ici. Vous avez La Voix du Nord, vous avez les dernières nouvelles d'Alsace, vous avez Ouest France, et bien ici on a la Dépêche du Midi. Regardez, c'était la une, non pas aujourd'hui, mais il y a une semaine, et cette une nous a fait penser très fortement, je pense que c'était voulu, à l'affiche de ce film américain qui était sorti il y a maintenant une vingtaine d'années et qui s'appelait L'étoffe des héros. Une image dont on ne se lasse pas ce matin, c'est l'image du décollage. On va la revoir une fois ensemble, ce fameux décollage de la 380, et je vais passer la main à Thierry qui va continuer à la commenter. Ce fameux décollage donc qui a eu lieu à l'heure précise, 10h30. On ne pourra pas dire qu'Airbus ne respecte pas ses horaires. Décollage qui s'est fait par un temps magnifique, et on retrouve Thierry au bord de la piste. On verra peut-être, je me suis un peu emporté, on verra l'image un peu plus tard. Alors effectivement, Pierre, il était 10h30 heure locale, il était pour nos amis d'outre-mer 8h30 GMT, pour tous ceux qui nous regardent de très très loin, 8h30 GMT. C'est exactement l'heure à laquelle Airbus avait annoncé ce premier décollage. C'était bien sûr un moment d'émotion. 2 choses ont surpris. C'est finalement, on s'attendait à ce que l'avion fasse beaucoup de bruit. Les 4 moteurs sont 4 moteurs extrêmement puissants, et pourtant, on est surpris. Pas plus de bruit qu'un A340, pas plus de bruit qu'un 747, peut-être même un petit peu moins. Évidemment, beaucoup moins de bruit que 40 ans plus tôt le Concorde. Deuxième surprise, l'ovation générale. Je ne sais pas ce qui s'est passé de l'autre côté des pistes, à l'extérieur de l'aéroport au niveau du public, mais j'imagine que c'était la même chose. Le véritable sentiment des spectateurs, des journalistes et de tous ceux qui sont ici de vivre un moment historique, c'était des applaudissements et une ovation au moment de la rotation de l'appareil. Cet appareil, comme vous l'avez précisé, emporte plusieurs dizaines de tonnes d'eau. Il ne porte pas de passagers, il porte de l'eau. Cette eau est installée dans des réservoirs, dans des bidons qui prennent la place des fauteuils et que l'on déplace dans l'avion pour modifier son centre de gravité, de façon à le tester dans toutes les configurations de centrage possibles. Il emporte également 30 tonnes de matériel électronique, de matériel d'enregistrement de paramètres, de capteurs, qui vont récupérer des dizaines de milliers d'informations qui seront décryptées au retour de l'avion et qui sont partiellement décryptées pendant le vol. C'est pour cela que la 380 ne s'éloignera pas de plus de 300 km de Toulouse pour rester en liaison permanente, en liaison de données permanente entre la salle de contrôle qui est au sol, un peu comme un tir de fusée finalement, et l'appareil lui-même. Il transporte bien sûr ces 6 membres d'équipage qui sont constitués des 2 pilotes, les 2 pilotes d'essai qui alternativement piloteront l'appareil au décollage pour Claude Lelay et à l'atterrissage pour Jacques Rosé. Derrière eux, Fernando Alonso,
Fernando Alonso qui est ingénieur navigant d'essai, Manfred Binfeld, Jackie Join, et puis Gérard Desbois qui est un ingénieur mécanicien navigant d'essai qui surveille de très près ce qui se passe au niveau des moteurs. Vous le disiez tout à l'heure, la 380 a décollé avec un très léger vent de face de l'ordre de 10 nœuds. Il a décollé finalement relativement court. Sa masse était de 450 tonnes. Claude Lelay nous confiait qu'on avait choisi une masse très légèrement supérieure à celle d'un 747, mais 200 tonnes inférieure à sa masse maximum au décollage. Et malgré tout, on s'est rendu compte que ce 380, avec ses très grandes ailes, ses plans de voilure absolument superbes, a décollé assez court. Ce qui veut dire, Willy, Pierre Dupont, puisque vous êtes directeur des infrastructures, que cet avion rentre finalement là où les autres appareils rentrent sur les aéroports du monde. Oui, on a décidé dès le départ de satisfaire ce challenge qui était d'utiliser les mêmes aéroports que le 747. Donc au niveau performance, longueur de piste meilleure ou égale, largeur de piste les mêmes, 45 mètres, taxiway 23. Et finalement les adaptations sont assez minimales, il suffit d'adapter les accotements ainsi que les rayons de virage qui n'ont pas été traités pour la 340-600 et le 777-300. Alors, le 380 est un appareil qui va emporter entre 550 et 800 passagers selon la configuration que souhaiteront les compagnies. Il faut rappeler que ce n'est pas le constructeur qui configure la cabine, c'est la compagnie, c'est le client qui décide de combien de personnes on va mettre et comment on va les installer. Pour embarquer et débarquer 800 personnes, on voit le temps que ça prend sur un 747. Sur un 380, comment allez-vous résoudre le problème? Alors d'abord, nous n'avons pas encore vendu de version à 800 sièges. La plupart des aménagements sont autour de 520 sièges, disons, c'est-à-dire moins que les 747 de Corsair. On a regardé aussi l'expérience japonaise. Alors, comment on va faire? Eh bien, il nous faut un minimum de 2 passerelles, soit les 2 au pont principal, soit une par étage. Et on recommande à certains aéroports qui ont les possibilités de préparer des nouveaux postes d'avoir 3 passerelles. Alors également, on a travaillé sur la circulation intérieure, sur la largeur des allées, sur le positionnement de l'escalier et sa largeur, où on récupère en fait le handicap du 747 qui est qu'il y a beaucoup de congestion aux portes 2. On verra un peu plus tard dans la matinée des aménagements de cabines qui sont proposés dans la salle des maquettes où on retrouve la maquette à l'échelle 1 des aménagements proposés par le constructeur. Il y a des choses très très belles et puis après il y a la classe éco, dite éco, mais qui finalement est en net progrès par rapport aux classes éco d'appareils plus petits ou d'appareils plus classiques. Que répondez-vous notamment aux Américains qui vous disent les aéroports n'auront pas les moyens de s'équiper de la double passerelle pour décharger et charger les 2 ponts en même temps, les 2 ponts passagers? Alors en fait, il suffit d'adapter la 2e passerelle pour accéder au pont supérieur. On a fait récemment un point avec les aéroports et les compagnies aériennes. Sur une quarantaine d'aéroports, à peu près les 2 tiers auront la possibilité d'utiliser le pont supérieur directement. Donc on aura une passerelle au pont principal et une passerelle au pont supérieur. Certains auront même 2 passerelles au pont principal et une au supérieur. Et jusqu'à présent, très très peu d'aéroports, essentiellement aux États-Unis, n'auront qu'un service au pont principal, ce qui n'est pas un gros handicap puisque on peut s'attendre à ce que d'autres aéroports plus tard restent au pont principal. Voilà, donc au moment où nous vous parlons, la 380 qu'on revoit sur ces images, au moment où, me semble-t-il, il prend son élan, on ne se lasse pas de revoir ces images. C'est absolument superbe, Yves. Les 4 moteurs Rolls-Royce Trent 900 sont en pleine poussée. Comme je le disais tout à l'heure, une poussée équivalente à celle de 3500 voitures de tourisme, la voiture de tout le monde. 3500 qui poussent en même temps pour donner l'élan. Regardez ces images, Yves. À peu près 150 nœuds, il lève la roulette de nez, c'est ce qui se passe en ce moment, et aux alentours de 160 nœuds, 10 nœuds plus loin, 20 km/h plus loin, il décolle et il s'élève dans le ciel. Grand moment, hein, Yves. Grand moment, oui. On constate effectivement qu'il décolle finalement comme un avion ordinaire, quoi, malgré sa taille. Donc ça prouve bien que cet avion est parfaitement bien configuré et se comportera comme un avion tout à fait normal. Donc Pierre Nicolas le disait tout à l'heure, depuis 2 jours, les Américains communiquent beaucoup. Ils nous annoncent des contrats en Inde, des contrats au Canada, des contrats de 30, de 40 avions. Ça me rappelle une situation pas si vieille que ça, et dans laquelle on peut inverser les rôles. C'était Airbus qui, quand les Américains créaient l'événement, faisait des annonces commerciales. Bon, rien de surprenant à tout ça, pour vous qui êtes un fin observateur de la vie aéronautique internationale. Non, tout ça est de bonne guerre, si vous voulez, parce que bon, finalement,
si Boeing a annoncé ces ventes d'avions, qui sont d'ailleurs remarquables, il faut bien dire, bon, c'est par hasard s'il les annonce 2 jours avant ou la veille du premier vol. On a toujours vu ça, par exemple dans les salons du Bourget, ces avalanches de commandes, que ce soit d'ailleurs du côté d'Airbus ou du côté de Boeing, qui brusquement arrivaient. Bon, c'était certainement des annonces qui avaient été passées avant, des commandes qui avaient été passées avant, mais l'annonce était faite au bon moment pour des raisons de communication pure et dure. Oui, comme vous l'avez dit, nous nous retrouverons au Bourget et c'est à ce moment-là qu'on fera finalement un premier bilan à moitié année 2005 des avions vendus par Boeing et des avions vendus par Airbus. Je vous propose de retrouver Pierre Nicolas qui a, comme il vous l'annonçait tout à l'heure, dans ses réserves quelques images intéressantes, notamment concernant l'histoire de l'aéronautique, ici à Toulouse où beaucoup d'avions qui ont marqué l'histoire du transport commercial sont nés, mais évidemment aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, j'ai un grand sourire, Thierry. Alors, une remarque, on disait, il a décollé, cet avion, il a décollé comme un avion normal. Eh ben, c'est ce qu'Airbus nous disait depuis des mois. Airbus nous disait, vous verrez, il va rien se passer d'extraordinaire. C'est un avion qu'on a conçu, qu'on a voulu, qui est un peu plus gros que les autres, mais qui effectivement a décollé comme les autres. Ça s'est passé aux alentours de 10h30. Je vous rappelle, à vous qui venez peut-être de prendre en route cette émission, que nous sommes en direct depuis Toulouse et que nous suivons ce matin le décollage et peut-être, avec un peu de chance, plus tard dans la journée, l'atterrissage de la 380. Il y aura peut-être des gens déçus. Il n'y aura pas de coupure publicitaire pendant cette émission. Il n'y a pas de numéro SMS surtaxé pour gagner des t-shirts à l'effigie de la 380 ou des briquets Airbus. Nous faisons ici notre métier de journaliste. Je vous l'ai dit, place au direct, place aux images, place aux documents. Un document, en voici un. C'est l'aventure. C'est un document qui a trait à l'aventure de la conquête du ciel. Les avions mythiques dans des émissions modernes, on dirait le top 10 des avions. L'aventure de la conquête du ciel a commencé ici. On n'est pas les seuls à l'avoir fait, mais ici, pas loin de Toulouse, c'était à Muret, lorsque M. Clément Ader a inventé cette espèce de chauve-souris qui a été la première à vouloir prendre son envol. Les 10 avions mythiques de l'histoire de la conquête du ciel, c'est un reportage préparé par Thierry Santos avec beaucoup d'images d'archives. C'est enregistré chez vous si vous aimez les vieilles images. Démonstration du vol mécanique par Clément Ader en 1890 marque la première date dans l'histoire des machines volantes. Avec ce saut de puce de 70 mètres, Clément Ader est bien le premier à bord d'une machine plus lourde que l'air à quitter le sol par ses propres moyens. Mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique que pour la première fois l'homme réussit un vol maîtrisé. Le 17 décembre 1903, sur une plage de Caroline du Nord, les frères Wright lancent leur appareil équipé d'un moteur de 12 chevaux. Favorisés par un vent violent, ils exécutent tour à tour 4 vols. Et le record du monde de durée s'établira ce jour-là à 59 secondes. 6 ans plus tard, Louis Blériot, en traversant la Manche, démontre tout le potentiel que l'aviation réserve au XXe siècle. En cette aube du 25 juillet, son Blériot à moteur en Zani de 25 chevaux décolle dans la brume. Après une demi-heure de vol à 100 mètres au-dessus des vagues, il aperçoit les falaises d'Angleterre. Il se pose en cassant un peu de bois. La guerre fait passer la construction aéronautique de l'artisanat à l'industrie. L'efficacité de l'avion n'est malheureusement plus à démontrer. Pierre-Georges Latécoère, industriel visionnaire, le comprend bien et transforme les Breguet 14 avions militaires en premier appareil de transport de courrier et de passagers. Sur le terrain de Toulouse-Montaudran, naît en 1919 la compagnie des lignes Latécoère, avec ses chefs Pierre Latécoère et Didier Dora. Avec ses équipages, des inconnus qui deviendront célèbres, elle entreprend le transport du courrier entre la France et le Maroc. Elle deviendra l'Aéropostale. Puis vient le LAT-28. Réussite technique, il est spécialement conçu pour les vols commerciaux. Il emporte entre 8 et 10 passagers et 300 kg de courrier. Avec lui, Mermoz traverse pour la première fois l'Atlantique Sud en 1930. Mais c'est avec le célébrissime DC-3 en 1936 que l'aviation entre dans l'ère du transport aérien moderne. 30 passagers peuvent désormais franchir confortablement installés une distance de 2500 km en 6 heures de vol. Le Douglas DC-3 confirme la suprématie américaine sur l'industrie aéronautique mondiale, une avance qui sera largement augmentée pendant la Deuxième Guerre.
Dans les années 50, le Lockheed Constellation relie les 5 continents avec à bord une centaine de passagers. Il est sans doute ce que l'on a fait de mieux dans la génération des avions à hélice, puissants, fiables et déjà très luxueux. Seuls les jets à réaction le rendront obsolète, le 707 bien sûr, mais aussi la Caravelle mise en service en même temps. La Caravelle est un moyen courrier révolutionnaire, moteur à l'arrière, poussée dans l'axe, elle enchante les passagers et surtout les équipages. Confortable, silencieuse, fiable et élégante, construite à 380 exemplaires, elle vole jusque dans les années 90. L'arrivée du Boeing 747 en 1969 marque le début du transport aérien de masse. Il met les vols transcontinentaux à portée de tous avec une capacité de 500 places. Sa forme si particulière avec son pont supérieur lui donne une silhouette reconnaissable par tous les voyageurs du monde. Le 747 est un avion mythique, un mythe toujours vivant. Et au moment où les Américains faisaient le choix du gros porteur, Français et Anglais croient plutôt dans la vitesse. Voici venir le prince des airs, le plus bel avion du monde, le Concorde. Réussite technique, mais échec commercial. Concorde transportait à la vitesse d'un chasseur rapide une centaine de passagers. À 2400 km/h pendant 2h30, raffinement, silence, gastronomie, traversée 4 fois par jour l'Atlantique Nord. Performance jusqu'à ce jour inégalée, les avancées technologiques du Concorde ont permis bien des innovations sur les Airbus, les commandes de vol électriques par exemple, système toujours utilisé sur l'A380. Avec ce super jumbo, voici donc un nouveau chapitre du transport aérien commercial qui s'ouvre, un siècle à peine après les premiers sauts de puce des pionniers. Voilà, que de belles images. Et puis, vous aurez tous, comme moi, noté la remarquable neutralité de ton de Thierry Santous dès lors qu'il se met à parler de la 380. Je vous le fais en 2 secondes. Hein. Alors, il y a eu un avion, le 747. Il a marqué l'histoire du début du transport de masse. Puis après, il y a eu le plus bel avion du monde, c'était le Concorde. Ne vous défendez pas, Thierry, puisqu'on en était aux images en noir et blanc. Je vous en propose une que j'ai sortie de votre collection privée, j'allais dire. Depuis qu'on parle de la 380, on dit c'est le premier avion de pont du monde. Eh ben, c'est pas vrai. Et c'est pas vrai, vous allez nous le prouver avec une de vos images en noir et blanc. C'est avec cet avion. Je vous laisse expliquer de quoi il s'agit. C'est le Breguet de Pont. Hein. La société Breguet, dans les années 50, je crois 1954, avait mis en vol cet appareil de taille infiniment plus modeste que le 380. Il transportait peut-être de l'ordre de 50 à 60 passagers. Et je me souviens avoir entendu dire que cet appareil faisait la ligne régulière entre Paris et Saigon avec ses 60 passagers et ses bagages. Eh bien, le premier avion à 2 ponts pour les passagers n'était pas la 380, mais aujourd'hui, réellement, le Breguet est dépassé et de très loin. Alors Thierry, on continue. Je vous laisse 2 minutes avant d'entamer notre série de duplex depuis la Somme, depuis les Pyrénées-Atlantiques. On peut reparler de la météo si vous voulez. Exactement, Joël Collado nous a rejoint à nouveau, donc on sait que l'appareil est dans le sud de l'agglomération toulousaine, c'est-à-dire il se trouve sur le piémont des Pyrénées. Quel temps a-t-il là-bas? Quel temps rencontre-t-il? Surtout à son altitude, là il doit être dans les 3000 mètres à peu près. 3000 mètres, c'est un vent de secteur sud-ouest, mais qui ne dépasse pas 20 à 30 nœuds, donc ce sont des conditions de vent qui sont idéales pour un premier vol d'Airbus. Pas de vent fort, pas de turbulence, pas de nuages, donc pas de givrage, donc des conditions de vol qui sont parfaites. En fait, c'est une des plus belles journées depuis le début de l'année. Hein. C'est la plus belle journée, effectivement. C'est la plus belle journée. On peut dire que cette journée, elle est quasiment estivale sur la région toulousaine. Voilà. Alors sur l'océan, est-ce que l'appareil risque de rencontrer des nuages de basse couche, c'est-à-dire des stratus qui cacheraient le sol? Oui, il va y avoir des stratocumulus là, parce qu'il y a une perturbation qui est arrivée hier soir dans le golfe de Gascogne, qui est en train de se morceler. Il y avait quelques bancs de stratocumulus qui traînaient ce matin, mais il va voler bien sûr au-dessus de cette couche nuageuse et ça va masquer un petit peu le sol, mais ces stratocumulus vont se morceler au fil des heures et le vol va se finir dans des conditions de ciel clair. La question que se posent les milliers de spectateurs, hein, les 40 à 50 000 spectateurs qui entourent les terrains de Toulouse, c'est dans quel sens va-t-il se poser? Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la direction du vent aux alentours de 13-14 heures? Il devrait commencer à basculer. Là, il va devenir faible. Il est au secteur nord-ouest actuellement, donc c'est la 33 qui est en service. Et il va basculer, il va devenir faible à partir de 11 heures. C'est-à-dire dans quelques minutes, il va commencer à faiblir. Et la tendance pour le début de l'après-midi, c'est s'orienter au secteur est, mais pour rester avec des valeurs qui ne vont pas dépasser 3 à 5 nœuds.
Parfait. Merci beaucoup Joël. Pierre, on vous retrouve avec cette fois-ci des directs avec nos camarades de Saint-Nazaire, Bordeaux, Amiens. Voilà, c'est ça. Je vous avais promis une édition spéciale un petit peu ambitieuse. Et ben c'est ce qu'on va mettre en place maintenant avec une série de 3 directs qui vont surtout nous permettre d'aller pêcher des réactions un peu partout en France. C'est peut-être le moment aussi de rappeler d'un mot ce que vous savez déjà, que les Airbus sont des avions qui sont fabriqués en pièces détachées, j'allais dire, comme une sorte de puzzle dans plusieurs pays d'Europe. Et peu à peu, ces pièces convergent vers la France lorsque l'assemblage, comme c'est le cas pour la 380 à Toulouse, lorsque l'assemblage de cet avion se fait vers la France. Alors, premier endroit où nous allons nous retrouverons dans quelques minutes Virginie Charbonneau qui nous attend depuis le site Airbus de Nantes. Mais tout d'abord, et pour savoir de quoi nous parlons, que fabrique-t-on et qu'assemble-t-on exactement à Nantes et comment s'y prend-on pour transporter tous ces morceaux d'avion? Eh bien, c'est ce qu'on va vous expliquer dans ce document de Henri Hélier et Nicolas Guilbault. Allons-y. Si on a l'habitude de dire que les Airbus naissent tous à Nantes parce que les éléments du caisson central de voilure, la pièce maîtresse de l'appareil, y sont usinés, l'autre établissement de Loire-Atlantique à Saint-Nazaire est bien connu et reconnu comme étant le spécialiste de l'assemblage des tronçons du fuselage. L'A380, le plus gros avion commercial du monde, est en fait un vrai puzzle dont chaque morceau provient des 4 coins de l'Europe. Exemple, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Belgique ou l'Allemagne. C'est un Airbus, c'est-à-dire qu'il est fait avec nos partenaires qui forment aujourd'hui la société Airbus. Donc nous avons une longue histoire aujourd'hui ensemble et donc nous savons travailler ensemble. Donc nous avons reproduit nos processus de fonctionnement sur cet avion. Ce qui change sur cet avion, c'est la taille. Ça fonctionne bien sans problème majeur avec les Français. Il n'y a pas de différence. Ça ne pourrait pas être mieux. Côté français, Nantes et Saint-Nazaire donc sont 2 des maillons indispensables de la chaîne de fabrication. À Nantes par exemple, il aura fallu la taille d'un atelier de plus de 10 000 m² pour fabriquer puis assembler ce fameux caisson central de voilure. Un caisson qui mesure 23 mètres de long et pèse quelques 44 tonnes. Pour le composer, il ne faut pas moins de 32 000 pièces. Certaines d'entre elles sont construites dans des matériaux innovants. On va utiliser d'autres matériaux, comme le glar par exemple, qui est un nouveau matériau, qui est un feuilleté d'aluminium et de fibre de verre, donc qui va être implanté sur les panneaux supérieurs de l'avion. On peut utiliser aussi, et c'est nouveau aussi sur cet avion, en masse, disons, le soudage, donc des panneaux avec des éléments soudés. Donc ça élimine les fixations, ça élimine un certain nombre de matières inutiles. À Saint-Nazaire, 5000 m² supplémentaires ont été nécessaires pour agrandir le hall conçu pour l'assemblage du fuselage, dont le cockpit de l'avion, mais également pour l'équipement et les essais. 200 millions d'euros y ont été investis. Un fuselage donc composé de 2 tronçons, avant et central, intégrant des systèmes vitaux comme l'hydraulique, l'électricité, le carburant, sans oublier le conditionnement d'air et d'oxygène. Tous ici revendiquent haut et fort la performance du résultat. On est fiers d'avoir été capable de faire ces 2 tronçons dans la qualité voulue, dans les délais voulus. Donc on est fiers d'avoir pu montrer nos compétences, mais en même temps, on n'a aucune peine à le voir partir, parce qu'on sait qu'il y en aura plein d'autres. À Nantes comme à Saint-Nazaire, ces éléments du futur géant des airs sont préparés avec minutie et précision extrême, tout comme leur transport d'un site à l'autre de l'Europe. Airbus a donc dû imaginer son propre réseau maritime, fluvial et terrestre. Exemple entre Nantes et Saint-Nazaire, où le caisson central de voilure est acheminé par barge d'une usine à l'autre. Ou encore les tronçons du fuselage qui arrivent par bateau du port allemand de Hambourg jusqu'à Saint-Nazaire. Ayant ici reçu leur complément d'équipement, ils sont ensuite réembarqués à destination de Pauillac, dans l'estuaire de la Gironde. Puis enfin par voie terrestre jusqu'à Toulouse. Pour l'assemblage final, tout est calculé dans un seul but, atteindre la perfection. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet avion? C'est d'abord la croissance du trafic. Le trafic aérien mondial croît de 4 à 5% par an. C'est l'environnement pour réduire le bruit, améliorer l'efficacité, la consommation de l'avion. C'est également l'économie et derrière la congestion des aéroports. Là également, un avion plus gros, c'est moins de mouvements aériens, c'est une manière plus efficace de transporter les passagers. La construction de ce véritable paquebot du ciel, comme certains le nomment déjà, emploie quelques 4000 personnes entre Nantes et Saint-Nazaire, tant chez Airbus que dans le cercle des sous-traitants de l'aéronautique.
Une bien belle vitrine pour l'économie des Pays de la Loire. Et avec ce tout premier vol d'essai de l'A380, c'est en fait une longue histoire qui commence.